Bonjour à toutes et à tous. Comment fait-on pour gérer des centaines, voire des milliers de serveurs sans devenir complètement fou? Eh bien la réponse tient en un mot, l'automatisation. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil qui a vraiment, mais alors vraiment, changé la donne dans ce domaine. Ansible. Allez, imaginez un peu le tableau. Il y a une mise à jour de sécurité super critique à déployer sur, disons, 1000 serveurs. À la main? Ça prendrait des jours, c'est sûr. Et je ne parle même pas du risque d'erreur, c'est quasi garanti qu'il y en aurait. Eh bien voilà, c'est précisément pour ce genre de casse-tête que des outils comme Ansible existent. Ok, alors avant de plonger dans la solution, c'est super important de bien saisir l'ampleur du problème. Parce que, soyons clairs, les infrastructures d'aujourd'hui, elles sont devenues gigantesques. Elles sont complexes et surtout, elles changent tout le temps. Pendant longtemps, il y a eu en gros deux façons de faire. D'un côté, la méthode, disons, artisanale. On se connecte à chaque machine, une par une, c'est long, c'est fastidieux, et une petite erreur est si vite arrivée. De l'autre côté, il y a les scripts. Alors oui, c'est déjà un peu mieux, c'est plus rapide, mais le problème, c'est que ça devient vite une usine à gaz. Il faut maintenir cette montagne de scripts, et ils sont super rigides. C'est ce qu'on appelle l'approche impérative. En gros, on donne une liste d'ordres à la machine, on lui dit exactement comment faire les choses, étape par étape. Bon, face à ces galères, une nouvelle génération d'outils a fini par arriver. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Ansible. Parce qu'il propose une approche, franchement, beaucoup plus élégante et surtout beaucoup plus puissante. Alors, Ansible, c'est quoi exactement? En quelques mots, c'est un peu le chef d'orchestre de l'infrastructure. Il permet de piloter toute une flotte de systèmes depuis un seul point central. Et le tout de manière automatisée et reproductible. L'idée de fond, c'est de tout standardiser. Qu'il s'agisse de configurer un système, de déployer une application ou d'orchestrer des tâches hyper complexes, on veut que ce soit toujours fait de la même façon. Mais la caractéristique qui change tout avec Ansible, c'est son architecture sans agent. C'est vraiment ça, son super pouvoir. Ça veut dire quoi? Eh bien, contrairement à plein d'autres outils, on n'a pas besoin d'installer un petit logiciel, un agent, sur chaque machine qu'on veut piloter. Et ça, c'est un avantage absolument gigantesque, que ce soit en termes de simplicité, de maintenance ou de sécurité. Mais alors, comment ça marche s'il n'y a pas d'agent? En fait, c'est d'une simplicité désarmante. On a ce qu'on appelle un nœud de contrôle. C'est là où Ansible est installé. Et ce nœud va tout simplement se connecter aux autres machines, les nœuds gérés, en utilisant des technologies que tout le monde connaît déjà. Le résultat? Pas de protocole bizarre à gérer, pas de logiciel en plus à maintenir sur les serveurs, on reste sur du standard. Ok, maintenant qu'on a vu le principe, voyons un peu comment ça se passe en pratique. Comment Ansible parle l'automatisation? En fait, tout repose sur trois concepts clés. Une fois qu'on a compris ça, on a presque tout compris. Premièrement, l'inventaire. C'est tout bête, c'est la liste des machines qu'Ansible doit gérer. Pensez-y vraiment comme un carnet d'adresses. On peut y mettre les serveurs un par un, mais ce qui est vraiment malin, c'est de les regrouper. Par exemple, ça, ce sont mes serveurs web et ça, mes bases de données. En gros, l'inventaire, ça répond à la question « Sur quoi est-ce qu'on travaille ?» Deuxièmement, les modules. Les modules, c'est la boîte à outils d'Ansible. Ce sont des petits programmes hyper spécialisés qui savent faire une seule chose, mais ils la font très bien. Il y a un module pour installer un logiciel, un autre pour démarrer un service, encore un autre pour copier un fichier. On voit bien l'idée. Et troisièmement, la pièce maîtresse, le playbook. Le playbook, c'est la recette de cuisine. C'est lui qui va dire à Ansible comment utiliser les outils, donc les modules, sur les ingrédients, c'est-à-dire l'inventaire. C'est juste un simple fichier texte, écrit dans un langage appelé YAML, qui est super facile à lire pour un humain. Ce fichier, il décrit le plan d'action. En gros, il dit « Ok Ansible, prends ce groupe de serveurs et exécute cette liste de tâches dans cet ordre. » Et voilà à quoi ça ressemble en vrai. C'est vraiment simple. Ce petit playbook, son but, c'est d'installer un serveur web, Nginx. On voit bien, on dit sur quel serveur on veut travailler, ici le groupe web, puis on liste les tâches. Là, il n'y en a qu'une. On veut s'assurer que le logiciel Nginx est bien installé. Et c'est là qu'est toute la magie. Regardez cette ligne, State Present, état présent. Ça, c'est le cœur de l'approche déclarative d'Ansible. On ne lui dit pas « tape cette commande pour installer », non. On lui décrit l'état final qu'on veut attendre. Je veux que Nginx soit présent. Et c'est Ansible qui se débrouille pour que ça devienne une réalité. Un autre point fort d'Ansible, c'est sa polyvalence incroyable. Il ne se contente pas de parler à un seul type de machine, loin de là. Et comment il fait ça? C'est toujours la même idée. Il utilise les outils qui existent déjà sur chaque système. Pour le monde Linux ou MacOS, il va utiliser OpenSSH. C'est le standard pour se connecter de façon sécurisée. Et pour le monde Windows, pas de problème, il utilise WinRM, qui est l'outil de gestion à distance natif de Microsoft.
On le répète, pas d'agent installé, on utilise simplement les bons outils pour le bon système. C'est logique et c'est efficace. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'Ansible n'est pas juste un outil qu'on utilise tout seul dans son coin. C'est aussi, et peut-être surtout, une communauté immense et tout un écosystème qui a grandi autour, et qui est basé sur le partage et la réutilisation. L'idée, c'est de ne pas réinventer la roue à chaque fois. La communauté a donc mis en place des moyens de partager le travail. On a par exemple les rôles. Un rôle, c'est un peu comme un kit préassemblé pour une tâche précise, disons le kit pour installer un serveur web. Tout y est. Ensuite, on a les collections qui sont encore plus grosses. C'est un peu la super boîte à outils qui regroupe des rôles, des modules. Et où est-ce qu'on trouve tout ça? Sur Ansible Galaxy. C'est une sorte de grande bibliothèque publique où tout le monde peut partager ses créations et piocher dans celles des autres. C'est une mine d'or. Et pour se donner une idée de la vitalité de ce projet, il faut savoir qu'il y a plus de 800 personnes qui contribuent activement au code source principal sur GitHub. 800! Ça, c'est la garantie d'avoir un outil qui est vivant, qui évolue sans cesse et qui est ultra solide parce qu'il est soutenu par une communauté mondiale. Et attention, Ansible n'est pas un projet qui se repose sur ses lauriers, bien au contraire. L'une des évolutions les plus passionnantes en ce moment, c'est ce qu'on appelle l'Ansible événementiel. L'idée, c'est de passer à la vitesse supérieure. Au lieu d'une automatisation qu'on lance à la main, on passe à une automatisation qui réagit tout seul, en temps réel, aux événements qui se produisent sur l'infrastructure. Et ça nous amène à une question assez vertigineuse. Imaginez un instant une infrastructure capable de se surveiller elle-même. Une infrastructure qui, dès qu'elle détecte un pépin, un service qui s'arrête, des performances qui chutent, lance automatiquement le bon playbook Ansible pour régler le problème. Et tout ça sans la moindre intervention humaine. Voilà la promesse de l'automatisation événementielle. Ça ouvre des perspectives complètement folles sur ce que sera la gestion d'infrastructure de demain.